bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby. Et comme toujours, je suis très content d'être là avec un deuxième ligne de 2 mètres, c'est notre historien, notre éducateur de rugby, c'est Théodore de Saint-Remy. C'est beaucoup trop, Thierry. Je ne suis que un pote du pack et je suis évidemment très Attends, content d'être là. j'ai pas mis la longue liste de clubs pour lesquels tu as joué, notamment Racing 92 quand même. Tu restes un peu dans le rugby en ce moment. Je sais que tu as déménagé du région parisienne. Est-ce que tu as toujours un pied dedans? Oui, alors pas encore complètement concrètement, mais c'est dans les plans. Donc j'ai transféré ma licence dans un club local dans le Pays de Loire, là, dans le Maine-et-Loire exactement, dans le département du 49. Et donc voilà, j'espère apporter ma pierre à l'édifice comme je le faisais en Normandie, là, en tant qu'éducateur auprès d'une équipe. Donc j'y travaille, mais je suis en train de mettre ça en place doucement. Pour que ce soit bien fait, il faut le faire dans l'ordre. Bah, c'est très bien. Tu serais de retour sur le terrain ou juste en tant qu'éducateur? Oh, éducateur, Juste entre guillemets. non, ce Ouais, serait largement suffisant. Tu sais, je voulais te dire un truc, mon cher Théo. Tu me connais depuis que je suis arrivé ici en France, en fait, presque. Ça fait 25 ans que je suis en France maintenant, et je pense que ça y est, je suis devenu presque moitié français. Parce que si tu sais, ce week-end, c'était un des meilleurs week-ends de NFL, et j'avais que envie de regarder que du rugby. Et en fait, le NFL, je sais plus ce qui se passe, et je suis que le rugby maintenant. Donc voilà, un signe vraiment définitif que je deviens de plus en plus français après 25 ans ici en France. Mais moi, je sais très bien que tu es devenu français, Thierry. D'ailleurs, sinon, tu n'habiterais pas dans le Jura en train de manger du comté avec ta famille en faisant des randonnées dans les montagnes de moyenne hauteur. Non, ça, c'est tout à fait français. Et la NFL, effectivement, ne peut plus rivaliser avec le rugby. Je trouve ça parfaitement logique. Ouais, surtout avec des week-ends comme ça, qu'on a eu un super week-end de rugby, comme ça fait vraiment plaisir. Comme ça fait plusieurs week-ends à la suite aussi qu'on a plein de rugby. Tiens, je sais que toi, tu adores tout ce qui est World Rugby. Et là, tu sais, on avait des awards. On va avoir des awards. Donc, il y avait des sélections, en fait, pour certains awards. Pour le titre de joueur de l'année, pas un seul Français, et presque que des Sudaf. Etzebeth, Dutoit encore. Lui, Colby aussi. Et le seul Européen, c'était Doris d'Irlande. Quand même, il y a un Dupont quelque part. En fait, il est nommé un des meilleurs joueurs. À 7. On va dire à 7, J'ai oui, vu ça. exactement, avec un autre Français, Aaron Grandidier Linkanang, si je prononce bien, ou probablement que je prononce mal. Et on a quand même une Française dans le mix pour meilleure joueuse de l'année, avec aussi 2 Anglaises et une Canadienne. Tiens, il y a Nolan Lagerek, en fait, qui est peut-être aussi nommé pour meilleur essai de l'année contre l'Angleterre. Sinon, aussi la France, potentiellement aussi, avec Marine Ménagère, qui a marqué un essai contre Canada. Donc voilà, pas beaucoup de noms, on va dire, français en ce moment, et c'est un peu étonnant quand même de voir Antoine Dupont que dans le 7, on va dire. Oui, mais on est quasiment sûr qu'il va l'avoir. Donc, il a été champion olympique, il est venu du 15 pour ça, il a fait un tournoi olympique extraordinaire. Donc, je pense qu'il aura son trophée. Et très honnêtement, les performances d'Etzebeth, de Dutoit et de l'ailier sud-africain Colby plaident aussi en leur faveur, tant ils ont fait une Coupe du Monde extraordinaire et une suite de saisons extraordinaires. Et ce qu'on a vu là aussi contre les Anglais ce week-end sur Colby, qui a 31 ans, est quand même totalement phénoménal. Enfin, je veux dire, Ah c'est un ouais, non. joueur venu d'ailleurs. Il est unique. Ouais, c'est certain, c'est certain. Écoute, on va parler de tous ces matchs de ce week-end. Bah, comme toujours, j'ai fait un petit minute américaine. Tiens, des USA Men's Eagles, ils ont battu Tonga. J'étais assez surpris, 36-17. Et c'était pas loin de chez moi, c'était à Chambéry. J'aurais su peut-être, j'aurais essayé de prendre un peu de temps pour aller là-bas. Donc voilà, 2 victoires à la suite contre le Portugal et Tonga. Peut-être le rugby américain revient. Et là, en fait, le prochain match, c'est contre l'Espagne à Madrid, en fait, ce week-end qui vient. Petit clin d'œil au rugby américain. Moi, j'ai un copain qui était dans les tribunes ce week-end au Stade de France et qui était assis à côté d'un Américain, un mec qui habite Denver. Et figure-toi que ce gars est venu faire des études en Europe il y a fort longtemps, qui est tombé amoureux du rugby à l'époque. Et il va suivre tous les matchs de l'équipe de France partout et tout le Ah temps en ouais? France. Donc, dès qu'il y a un match de l'équipe de France au Stade de France, il prend l'avion des États-Unis
il vient et il regarde le match au Stade de France. Alors ça, c'est quand même assez unique. Bon, je ne sais pas s'il a trouvé ses coordonnées, mais ce serait fantastique si on arrivait à interviewer ce gars. Ouais, c'est super, j'aimerais bien, ça va être super sympa. Allez, on va passer tout de suite au match de ce week-end. Allez, c'est vendredi soir. Je suis pas au pub, mais je suis content qu'il y ait un match. Et c'est Argentine qui a double. Hein. Ils n'ont jamais gagné un match ici, apparemment. Donc voilà, ça va commencer plutôt fort pour eux. Ils vont marquer le premier essai, mais plaquage trop haut pour le 12 argentin sur le jeune 10 Jack Crowley. Essai refusé. Jack Crowley va prendre sa revanche et Hanson s'amuse aussi. Et voilà, une passe assez altruiste de Taj Burn et c'est 12-0 à 6 minutes. À 14 minutes, super attaque des Verts. C'est Bern qui va marquer son essai à lui, mais non, il y avait un en avant. Carton jaune contre Bellum, le pilier Irish pour un croc-roll le plus long du monde. 12-6. Et puis un petit drop sympa pour Crowley, c'est un peu son match quand même. 15-6. Attaque des Pumas vraiment sans dents. Le jeune deuxième ligne MacArthur va marquer aussi, c'est lui qui va être l'homme de match. 22-9. Fin de première mi-temps avec quelques pénales touches. Les Pumas n'arrivent pas encore à marquer leur premier essai. Et puis, ça va changer dans la deuxième mi-temps. Finalement, ça va marcher pour eux. Percé et essai pour le 15, grâce à 4 plaquages ratés quand même par les Irlandais, Hanson, Lowe et Ringrose par exemple. 22-16, ça devient 22-19. Irlande avec beaucoup de passes en touche. L'Argentine commence à prendre le main. Crowley, il commence à déjouer en fait avec 2 grosses erreurs dans ce début de deuxième mi-temps. Les Irish sont vraiment sur le recul. Ils perdent même un scrum chez eux. Les vieux vont entrer pour Irish, notamment 133 caps pour Healy. Et les jeunes aussi, il y a un nouveau 10 Pendergrass qui a fait beaucoup de bruit sur les presses anglo-saxons, en fait, comme le nouveau 10 d'Irlande. Les Irish commencent à attaquer avec Pendergrass, mais les Pumas résistent avec des contre-rocs vigoureux. Et beaucoup d'opportunités pour les Pumas, mais pas assez pour revenir dans le score, mais assez impressionné par cette équipe qu'on va jouer la semaine prochaine. C'est 22-19 pour Irlande de justesse. Ouais, ce que je retiens surtout, c'est que les Argentins ne sont pas du tout surclassés par les Irlandais. Ils viennent le week-end prochain au Stade de France. Nous, on va être sur un petit nuage parce que la victoire contre les Blacks ne t'a pas échappé et je pense qu'elle met tout le monde dans des considérations joyeuses et optimistes. Et les Argentins sont les rois pour nous gâcher la fête. Hein. Donc, moi, je retiens que c'est une équipe voilà, très solide qui sait faire feu de tout bois, à qui il faut rien laisser. Dès qu'on recule un petit peu et qu'on les laisse jouer, c'est quand même un ensemble d'individualités tout à fait hors du commun. Avec la petite problématique du rugby argentin où ils se voient assez peu, il y a une grande diaspora, ils sont un peu partout, mais ils ont une fierté, ils ont une culture et ils ont envie de venir nous jouer un mauvais tour au Stade de France, ce qui est une de leurs spécialités comme le beefsteak. Ouais, et c'est assez marrant, c'est depuis, je pense que c'était quoi, 2007 en fait, où ils ont battu la France pour la 3e place de la Coupe du Monde. Et depuis ce moment-là, en fait, j'ai toujours du mal avec cette équipe parce qu'ils jouent toujours de la même façon. Tu penses pas qu'ils vont être bons, mais finalement, ils restent dans le score. Et on l'a vu, en fait, je croyais pas mes yeux que d'un coup, Irlande, il y avait aucune puissance dans notre deuxième mi-temps. Et en fait, ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils jouent beaucoup à la main, en fait, des Argentins, surtout dans ce match-là. Ils n'ont pas fait des petits chip and chase et des choses comme ça. Qui est vraiment dans les jeux, surtout des Sudaf, bah non, ils ont le ballon, ils vont pas lâcher le ballon, ils vont essayer d'écraser les gens d'avant, en fait. Beaucoup d'Argentins aussi jouent en France, en top 14, donc c'est une équipe qui connaît quand même très très bien l'équipe de France et les joueurs français. Donc c'est vraiment le match qui nous attend dans la lignée du tour qu'ils ont failli jouer aux Irlandais est un match piège et on aurait bien tort de les prendre de haut à mon avis. Oui, Montoya qui était super fort dans ce match. Bien sûr, il y a Matera, il y a leur 10 Albornoz, Malia qui a marqué un super essai, Molina, Carreras aussi. Bien sûr, c'est les noms qu'on connaît bien. Mais bon, ça va être pour ce week-end. Samedi, c'était l'Écosse-Portugal et Portugal va vite fait être dépassé dans ce match. L'Écosse a marqué après que 3 minutes et même avec leur équipe B, c'est vraiment un puissance, on va dire, il y avait une grande différence de niveau. L'arbitre était japonais, ça c'est assez sympa quand même. Bon, pas beaucoup d'apprentissage dans ce match, sauf que Darcy Graham, le petit ailier, me fait pas mal penser à Shane Williams de Pays de Galles, si tu te souviens de lui, qui a marqué 58 essais en 87 quand
même. Donc, si vous ne connaissez pas le nom de Shane Williams, il faut aller sur YouTube pour le chercher. Donc, voilà, pas grand apprentissage ici. L'Écosse qui reprend un peu après un week-end difficile contre les Sudaf. Oui, les Écossais ont besoin, on va dire, de se rassurer. Donc, je pense que malheureusement pour nos amis portugais qui ont fait une super Coupe du Monde et qui ont vraiment une équipe en devenir avec un beau projet autour du rugby chez eux, c'était un match un peu à sens unique, hein. Les Écossais sont quand même un cran au-dessus. Ils ont beaucoup de choses à se faire pardonner. C'était à Murrayfield. Bon, ça faisait peut-être un peu beaucoup quand même pour l'équipe des Lobos que nous aimons beaucoup par ailleurs, mais bon, malheureusement là qui est un petit peu passé à la casserole. L'Angleterre, Afrique du Sud, des équipes assez nouveaux, je trouve. En fait, pour l'Angleterre, les avants restent le même, on connaît bien, sauf Curry est remplacé par Underhill. Par contre, dans les arrières, il y a GVP, le numéro 9. Slytone qui a marqué la semaine dernière, qui est dans le line-up maintenant. Freeman, il est plus à 15, il est à 14. Et tiens, il y avait Freddie Stewart, j'en ai parlé la semaine dernière, et ils l'ont pris, Borthwick, donc Freddie Stewart dans le line-up pour cette semaine. Par contre, Afrique du Sud, incroyable. C'est tout le bomb squad qui est arrivé en finisher la semaine dernière. Ils étaient des titulaires. Nyman, Colossi, Steph Dutoit. Donc vraiment, on a les avants super forts avec bien sûr un des potentiellement meilleurs joueurs de l'année, Etzbeth, que tu aimes beaucoup. Par contre, dans les arrières, beaucoup de changements. Williams en 9, Libok, Ardense qui sont nouveaux, Krill que j'ai pas vu depuis longtemps, bien sûr, et Colby qui a fait un sacré match. First Blood, c'est pour England. Marcus Smith qui feinte tout le monde avec un drop fantôme et Slytone qui a marqué dans le coin. Bravo, 7-0. Quelques en avant par des bocs et quelques erreurs des Anglais. C'est le 9 Studaf, ensuite, qui a des crampons en feu. Le crochet sur Stewart était majestique et il va faire un essai individuel. 7-7. Double contre Etzbeth et puis Steph Dutoit. Ils vont contrer des dégagements des pieds des Anglais et c'est les bocs qui vont marquer. Maintenant, c'est eux en tête, 12-10. C'est Libok avec un long coup de pied pour Colby. Stewart, le 15 anglais, lui manque complètement. C'est vraiment pas son match. 19-10 pour les Sudaf. Les Anglais, ils ont l'air cuits. Mais Underhill va ajouter un essai pour les Anglais. 19-17 pour le mi-temps. C'est un match qui déçoit pas. Deuxième mi-temps et des fusils Sudaf décollent, Kobe et puis Williams C, mais essai refusé. Et puis les Anglais reviennent dans le match avec un sacré effort collectif, essai refusé par contre. Il y a un petit temps en mou, après c'est 20-19 pour l'Angleterre maintenant, et ensuite c'est 22-20 pour les Bocs après. Et puis le centre Sudaf d'Allende échappe à un plaquage à 2 et sert son petit les Colby 20-29. Est-ce que l'Angleterre va craquer avec 15 minutes à jouer et petit carton jaune contre les Sudaf quand même? Ça donne un peu de peps pour les Anglais, mais manque de justesse dans les gestes de base et manque de puissance face à une équipe bien plus costaud que eux. Les Springboks sont locked in, c'est 29-20. Ouais, c'est un match qui termine. Ils reçoivent les Japonais la semaine prochaine, hein, les Anglais, mais ça termine 3 rencontres au sommet contre les grandes nations du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie et maintenant Afrique du Sud. Qui se traduisent par autant de défaites pour les Anglais. Donc les supporters anglais, la presse anglaise est très dure avec Steve Borthwick parce que ça fait 5 défaites d'affilée. 7 défaites sur 12 matchs en 2024 pour les Anglais. Donc c'est pas des standards habituels pour cette équipe. C'est pas des standards non plus qui sont conformes au potentiel de cette équipe qui reste solide. C'est vrai, et Borthwick se défend comme ça. Il dit on a perdu ces 3 matchs, mais on n'est pas très loin. C'est vrai. Ils sont pas très loin, mais ils sont quand même derrière. Et je dirais qu'ils sont encore plus loin sur ce match-là que sur les 2 précédents, puisqu'en fait, l'essai qui fait passer les Sudaf à 29 points à 20, il est marqué à la 63e. Il reste 17 minutes à jouer. Et les Anglais n'arrivent pas à marquer un seul point dans les 17 minutes qui restent. Donc, c'est le signe quand même d'une une impuissance offensive et d'une soumission à la loi du plus fort sur ce match-là qui est absolument indéniable. Mais ça ne veut pas dire que le match n'a pas été disputé et que ça a été facile pour les Sudaf. C'est tout sauf vrai. Ça a été un match extrêmement féroce sur le plan de l'engagement, dans les rucks au sol, partout sur les impacts, etc. Ça a quand même été un match plaisant à voir, un match de guerrier des 2 côtés. On ne peut vraiment pas enlever ça aux Anglais. Bon, en ce moment, ils ont quand même pas la baraka et ils tombent sur des très, très grosses équipes du Sud. Les Sudaf, il faut dire ce qui est, ils sont injouables. Ils n'ont absolument pas de points faibles. Ils ont cette force du champion, du double champion, avec 3 nominés aux joueurs de l'année, ce mental de gagnant, ces certitudes.
Et puis, c'est fusé comme Colby, qui a 31 ans, n'a rien perdu de sa jeunesse, de ses jambes, de ses facéties. Il est infernal. Il efface les mecs sur un crochet. Tu fais une erreur face à ce mec et essaie. C'est extrêmement dur quand même de lutter et de rivaliser face à des équipes comme ça. C'est des équipes qui te laissent faire des erreurs et sont absolument impitoyables dans la manière de les utiliser et de te punir de tes erreurs. Je trouve que c'est comme ça qu'ils jouent, les Sudaf. Ils le font à merveille. C'est exaspérant pour les adversaires et c'est exaspérant pour nous. Mais mon Dieu, qu'ils sont forts. Ouais, et comme tu dis, bah, je suis content qu'on les joue pas en fait parce qu'ils sont C'est ça. hyper en forme. C'est Ils incroyable. sont monstrueux. Ouais, ce que j'ai noté, mais les Anglais, ils n'avançaient pas sur des impacts de tout. Et combien de fois Itoge, par exemple, il se retrouvait, il m'est plaqué à deux, Il s'est il se fait, il retrouvait s'est fait rejeté. renvoyer dans son camp plusieurs fois comme une poupée. Donc, Incroyable, mais c'est il y vrai que avait c'est quand même Colissi, il l'a inquiétant. soulevé, c'était incroyable quand même. Je notais le 9, bah, le pauvre JVP, il était sous stress constant, il jetait le ballon super vite, mais en fait, parce qu'il était, sinon il était massacré. La défense, en fait, les Anglais, je trouvais sur l'impact, ils ont juste souffert. On a eu Chandler Cunningham South qui a super bien démarré, on va dire, ce Autumn Nations, mais là, on l'a pas vu du tout, du tout. Ouais, et ils sont vachement impressionnants quand même ces Springboks et c'est peut-être on va dire un fin d'un certain cycle parce que ce cycle ça dure hyper longtemps. Il reste là sur effectivement une génération assez exceptionnelle qui vieillit pas. On a l'impression que ces mecs sont éternels. Ouais, ils C'est sont là depuis 15 ans ces absolument, mecs. absolument incroyable. Maintenant, je pense que les Anglais, faut pas les enterrer. Voilà, je trouve que sur ce match comme sur les autres, ils montrent des qualités qui peuvent les faire battre un peu n'importe quelle équipe aussi mondiale. Je viendrais plutôt à la défense de Sir Borswick là-dessus. Je trouve pas du tout qu'ils ont été ridicules ou dépassés. Ils ont été pris par un peu plus fort, mais ils ont quand même des convictions. Stewart, que tu aimes bien, dont tu avais regretté l'absence la semaine dernière, il fait un gros match sous les chandelles quand même. Ah, Il a tu été. trouves? Ah ouais, sur le jeu aérien. Après, c'est pas un créateur, hein, voilà. Donc c'est pas avec des, Ouais. c'est pas Colby quoi. Hein, c'est pas je te fais les facéties, le crochet par-ci, le crochet par-là. Mais physiquement, il est quand même présent. Non, t'as pas trouvé toi? Ouais, bah, moi, je trouvais qu'il y avait au moins deux essais où lui était fautif, qui avait loupé quelques ballons hauts. Bah, ouais, donc, ouais, je peux trouver que c'était pas son match, en fait, pour moi. Mais bon, c'était pas le match de beaucoup d'anglais, on va dire. On va dire comme ça, plutôt. On y va à un autre match à nous? Ah bah oui, on a très très envie d'y aller. Quel match pour ce samedi soir. Peut-être les All Blacks sont un peu intimidés face à notre Marseillaise à Capella. Jolie mise en scène avec des lumières partout pour un haka plutôt respectueux. Un beau moment, même si certains n'aiment pas la haka, mon cher Théo. Quand même, c'est un peu gâché par un pub naze pour le crypto juste après. J'ai pensé que j'étais aux États-Unis. Le match démarre, super bien pour les Bleus, mais en avant. Le 6 All Black est bien secoué, beaucoup de ballons par terre en ce début de match et on va marquer 3 points. Mais le 7 All Black, maintenant c'est Hardy, c'est bien. Il va galoper tout le terrain presque à lui toute seule. Villiers me semblait assez perdu sur deux occasions sur cette action. C'est 7-3 pour les Blacks. Les Blacks sont très présents en défense et on n'avance pas. On perd des touches, mais Movaka est là. Ça va trop vite pour nous, des percées, des grattages, des longs coups de pied et surtout des tampons. C'est un rythme de dingo. Les Blacks nous mis à la pression sur le mêlée, nos arrières souffrent un peu aussi, mais Movaka est toujours là. Ils ont fait du mal à notre Dupont. Et puis, le 9 nous pique le ballon entre Aldrit et Dupont. Et sacré exploit personnel quand même. C'est 19-3. Ils sont largement au-dessous de nous au niveau de jeu et d'engagement. Réaction de nos Bleus, on avance avec les avants petit à petit. Et puis, Boros va marquer face à 3 défenseurs. Son premier essai en bleu. 14 pour eux, 10 pour nous. C'est 17-10 à la mi-temps. Et j'ai dit juste ouf. Oui, 17-10 à la mi-temps, franchement, c'est assez bien payé pour les Français parce qu'on reste à portée de fusil à moins d'un essai. On est revenu dans le match à la deuxième partie de cette première mi-temps, mais on aurait vraiment pu prendre beaucoup plus de points à cette mi-temps et on a été assez mauvais sur plein de choses. En conquête, en touche, on a perdu
plein de ballons. On a été dominé dans des choix, effectivement, le petit ballon perdu par Aldrit, dominé dans les impacts, dominé notamment par Hardy Savea qui fait un numéro sur le premier essai, mais absolument invraisemblable. Je sais pas, il bat 4 ou 5 défenseurs à lui tout seul. Il est absolument hors du commun, ce gars-là, qui joue 7 ou 8. C'est pareil, c'est un véritable rouleau compresseur. On a été peut-être un petit peu perturbé par la sortie du pilier droit remplacé par Colombe, qui fait une assez bonne rentrée, qui fait notamment un contest important en première mi-temps, qui nous remet un petit peu dans le sens de la marche. Et malgré tout, euh, on a un réveil pour l'essai à la 32e qui nous fait revenir à 10, qui est essentiel, parce que ça dure pas longtemps, ça dure 30 secondes, mais on leur met une séance d'avancée dans l'axe pour finir par l'essai, qui est absolument remarquable et qui d'un seul coup, je pense, fait penser aux Français, on en est capable, et fait penser aux Blacks, oula, euh, ça va pas être une partie de plaisir. Voilà. Donc, je pense qu'à la mi-temps, il se passe un peu tout ça. Euh, un vrai déficit d'occupation du terrain, de performance en conquête pour être tranquille et faire des lancements de jeu. Mais déjà peut-être les germes de la victoire qui va se profiler à la fin parce que une envie de ne pas renoncer et quelques fulgurances avec lesquelles on se dit cette équipe est capable de tout. Deuxième mi-temps démarre et oui, et Colombe est bien présent, comme tu dis, même si elle avait le gastro apparemment. Mais au fou, en bulldozer, et Bouderon va mettre cet essai. Belle entame pour ce deuxième mi-temps. Ramos avec la transformation, 17-17, c'est mieux quand même. Aldrit va sortir, c'est Guillard, le jeune Lyonnais, qui va le remplacer. Ramos récupère un ballon, grand coup de pied vers l'avant et Louis Bielbarré va déposer tout le monde, 29-17 pour nous. Tiens, on pique un touche, on échange de pénalité, 27-20. À 60 minutes, les Blacks sont vite fait chez nous. Louis Bébé avec un plaquage sauveteur. Olivon nous gratte un ballon important, mais on n'est pas sorti de l'auberge. 27-23, toujours pour nous. On est chez eux maintenant, mais Will Jordan intercepte le ballon, le passe de Biros, et ils vont ajouter 3 points de plus. Le Garec entre et Dupont passe au 10, Movaka notre numéro 2 et en 6, et Ramos notre 15 qui joue 10 et toujours quelque part sur le terrain. Que un point d'avance, et puis Titi gratte un ballon très important pour les Blacks. Ramos va nous ajouter 3 points de plus quand même, mais Mackenzie va faire le même. On n'est pas à Vannes, donc c'est pas mal sifflé. 30-29, toujours pour nous. 5 minutes à jouer, Gabin Villiers avec un plaquage important. Louis Bébé va tenter la même chose qu'avant, mais ça marche pas. Dernière attaque des Blacks, Villiers bloque encore sur le côté. Ramos et Louis Bébé tentent la même chose. Galtier est comme un fou. Méga dernier ballon pour les Blacks, mais on tient bon. 30-29, un petit point, mais beaucoup de bonheur. Oui, un bonheur immense. Je pense que pour les gens qui étaient dans le stade, il y a eu une vraie dramatique avec cette possibilité de perdre jusqu'à la fin. Quand on est mené, quand on mène d'un point au rugby, on sait bien que bah ça se joue sur des détails, sur des tout petits riens. On peut tirer un grand coup de chapeau à cette équipe pour les vertus morales en fait qu'elle a eu de revenir dans le match, de prendre les devants et de ne pas les lâcher. Je pense qu'on peut effectivement saluer les coups de patte défensifs de Gabin Villiers en fin de match qui nous ont fait beaucoup de bien, sachant qu'il avait eu un match plutôt compliqué quand même, avec sa tentative d'interception un peu ratée, qui aurait pu nous coûter très cher. Je pense que c'était difficile pour lui comme soirée, donc je suis content qu'il ait fait ces gestes-là qui clairement nous permettent de rester dans le match à un moment où toute re- repassage devant au score des Blacks aurait été probablement fatal et définitif. Je pense qu'il faut aussi saluer euh, la performance à nouveau de Thomas Ramos. On dit bah c'est bien pendant qu'Entamac est pas là, Ramos peut jouer. Mais la vérité c'est qu'il devient indéboulonnable parce qu'en 10 il est quand même très très fort. Là, il fait 6 sur 6 au pied, dont une pénalité de plus de 50 mètres. Quand tu gagnes d'un point à la fin, bah, si tu n'as pas un joueur comme ça dans ton équipe, c'est pas du tout pareil. Ouais. Il a été remarquable dans ses petits coups de pied pour lui Biarré, remarquable en défense. Enfin, ce joueur est exceptionnel et on a l'impression que plus c'est dur, meilleur il est. C'est ce qui m'impressionne beaucoup chez lui, c'est cette capacité à se dépasser, à refaire toujours des matchs encore plus forts. Et franchement, c'est un sacré joueur, un sacré gagneur.
Et même pour Romain Ntamak, quand il reviendra de blessure, et Dieu sait qu'on lui souhaite de revenir et qu'on aimerait le voir sur le prêt pour le tournoi et tout ça, ça va être difficile de se passer d'un joueur d'un tel calibre que Ramos en numéro 10. Même si on sait qu'il est très bon au 15 aussi. Euh, Moi, j'ai été impressionné aussi par la rentrée de Charles Olivon, remplaçant ancien capitaine de cette équipe qui était vraiment le facteur X, hein, il y a 2-3 ans, qui marquait énormément d'essais, qui était incontournable. Il a l'intelligence, la force mentale, la résilience, l'élégance d'être un remplaçant, un finisher qui fait le job, qui ne joue pas les difficiles en se disant moi je devrais être titulaire et puis puisque c'est comme ça, je rentre chez moi. Mais de qui Confère tu parles? peut-être la discussion qu'on aura après de Mathieu Jalibert. Oui. Non mais au-delà de ça, il fait une rentrée exceptionnelle. Il fait un grattage à la 60e qui est absolument déterminant. S'il fait pas ce grattage, il y a essai des blagues derrière. Donc je suis très content pour lui et je pense qu'on fait partie de ces très grands joueurs, un petit peu comme un O'Mahony, tu vois, qui a fini sa carrière de titulaire, mais qui reste un joueur d'une grande importance à qui on va donner un quart d'heure, 20 minutes, parfois 30 minutes. Parfois, il va être titulaire, mais même quand il va rentrer pour 15 minutes, il va faire la différence parce que c'est un monsieur. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec Charles Olivon. Je suis très content de l'avoir vu faire cette belle rentrée. J'ai beaucoup aimé Guillard, qui fait une rentrée très costaud aussi. Il a pris la place numériquement de Aldrit, qui était dans une soirée un petit peu difficile, et qui s'est fait intercepter. Je pense que ça l'a perturbé. Et physiquement, il a quand même eu du mal à rivaliser avec Sititi et Savea, qui sont des Oui, mais bulldozers. oh, Qui sont des c'était incroyable. bulldozers. Ils sont absolument dingos. Et je pense que Sititi, on n'a pas fini d'en parler quand même, parce que il a un gaz et des qualités aux quatre coins du terrain, que ce soit en phase statique, même en touche, etc. C'est absolument impressionnant. Point noir de la soirée quand même, on a beaucoup trop souffert en touche, perdu beaucoup de ballons. En mêlée, on n'a pas été souverain. Et ça, c'est pour moi toujours inquiétant. Les grandes équipes qui ont dominé des campagnes, qui ont fini championnes du monde, étaient des équipes injouables en conquête. Donc, toujours faire attention. Bien sûr, maintenant, c'est de plus en plus dur. Les mecs regardent à la vidéo, ils savent ce que tu fais, ils te contrent, on les contre aussi un peu. Mais attention, il faut être impérial en conquête si on veut être champion du monde. No scrum, no win. Mais tu sais, j'ai vu le biceps là, de Bauduran. On n'a peut-être pas parlé la semaine dernière, mais en fait, il fait un sacré tournoi, lui. Boudéan fait un tournoi, un match exceptionnel. Il a asséné quelques plaquages dévastateurs. 15 sur 15. Il marque un essai Ouais. très important qui nous remet effectivement dans le match aussi à ce moment-là. Ça devient un taulier. On a vraiment quand même un matos en troisième ligne, si je puis m'exprimer ainsi, qui est très très impressionnant à notre disposition en France. Et Boudéan, il a cette dimension physique, athlétique. Il a un physique de Sudaf, quoi, quasiment, tu vois. C'est vraiment un animal, quoi, physiquement. Et on a besoin, hein, dans le rugby moderne, d'avoir des mecs comme ça qui marquent les autres par leur présence physique. C'est ce que j'ai aimé dans le premier essai qui nous remet dans le match, avec cette succession d'avancées liées sur du défi physique à une passe. On peut pas jouer au rugby qu'en allant chercher des espaces libres sur les ailes. Il y a des moments, il faut fixer les défenses, il faut mettre les mecs sur le cul, une fois, deux fois, quatre fois sur 30 mètres de long. Ça resserre les défenses et après, ça ouvre des espaces. Il faut jamais l'oublier. Donc, il faut des gros clients devant et il faut des joueurs athlétiques. On en a plusieurs maintenant. Donc, voilà, c'est très chouette de voir ça. Puis, j'ai pas parlé des jambes de Louis Biarré parce que Ah ouais. Bon. il est, il est phénoménal, quoi. Il devrait faire du sprint, quoi. Il faudrait l'envoyer au JO, je sais pas. On a l'impression que les autres sont arrêtés quand ils courent sur des ballons qui sont dans le dos de la défense. C'est absolument incroyable. On dirait qu'il a une mobilette et que les autres sont avec des vélos. Il y avait deux arrières aussi, c'était pas des avants en fait qui allaient chercher le Ah, ballon, mais mais c'est c'est lui hallucinant, qui. hallucinant. Et Ouais. on a l'impression de junior qui court avec un senior, quoi. C'est complètement fou. Bah, tu as parlé des gros, mais oui, bon, on va pas parler de tout le monde, mais quand même, je trouve que Gros, il fait vraiment du bien là, d'être de retour dans l'équipe de France. Ça fait vraiment plaisir de le voir. J'étais un peu surpris parce que l'équipe a mis Movaka 5 sur 10, et en fait, c'est vrai parce que bon, on avait perdu quelques touches, mais je trouve il est omniprésent, comme toujours.
Et Ficou, en fait, c'était marrant parce que j'ai pas vu dans le match, vraiment. Et finalement, bon, il y a plein de plaquages, mais c'est pas quelqu'un que j'ai beaucoup vu dans le match. Mais finalement, oui, il était là un peu dans un rôle assez silent, on va dire, mais bien présent, toujours un connecteur, qui disait. Ficou a fait son job en défense, en particulier en fin de match, hein. Il a été important sur la fin de match pour résister aux Blacks et garder ce petit point d'avance. Et Movaka a été un petit peu moins en vue offensivement. Et je pense que s'il est un peu sanctionné, c'est aussi tout simplement parce que la conquête a été en difficulté. Donc, être un talonneur, c'est pas être un troisième ligne et bouffer des espaces, c'est avant tout être le patron de la conquête. Donc, contre des équipes comme ça, c'est difficile d'être au niveau où il a été la semaine d'avant dans tous les domaines. Peut-être alors qu'il faut se rappeler que se concentrer sur l'essentiel, commencer par d'abord faire son job de talonneur qui est d'être le patron de la conquête qui est là pour offrir des ballons à son équipe. Et ensuite, bouffer les espaces comme un troisième ligne. Et peut-être que contre le Japon, il arrive à faire les deux. Contre les Blacks, peut-être qu'il faut juste se concentrer sur la mission numéro un. Ouais. C'est facile à dire, hein, mais voilà, c'est ma petite analyse sur Piato Movaka, qui reste un joueur absolument dément, magnifique et qui sait tout faire, hein, voilà. Et puis ils ont gagné. Et accessoirement, il avait marqué 2 essais contre les Blacks en 2021 quand on leur avait mis 40 points au Stade de France. Moi, j'y étais, donc je me souviens de ce match qui avait été absolument magique. Et l'équipe de France vient d'enchaîner sa troisième victoire d'affilée contre les Blacks. Ça n'est pas arrivé depuis plus de 25 ans. C'était arrivé dans les années 90. Tu n'étais même pas encore en France, Thierry. Non. Quand les Français avaient été faire en 94 une tournée en Nouvelle-Zélande où ils avaient battu 2 fois de suite les Blacks. Et ensuite, à l'automne, ils avaient battu les All Blacks également, qui étaient venus en France, à Toulouse. Et à ce moment-là, on les avait battus 3 fois de suite. Mais là, on les a battus en 2021, en match d'ouverture à la Coupe du Monde, et à nouveau ici au Stade de France. Ça fait 3 de rang quand même. C'est pas rien. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Tiens, un petit quelque chose par rapport à Dupont dans la presse ou dans les réseaux sociaux. Je note qu'il commence à l'appeler Dufaf pour Faf d'éclair d'Afrique du Sud. Bon, on a parlé un petit peu, mais tout ce match, ça nous a fait oublier un certain numéro 10, Jalibert, hein, qui a été beaucoup dans les presses en ce moment. Et ça c'était assez drôle parce que, est-ce que tu peux nous mettre un peu de lumière? Parce que une journée, tout le monde était fâché contre Galtier, le coach, et le journal d'après, tu comprends, en fait, c'est pas lui le fautif non plus. Bon, nous, on n'est pas dedans, donc c'est difficile. On voit ça de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on voit? Jalibert, c'est un joueur de très grand talent. On l'a vu, que ce soit en équipe de France ou en club, faire des choses magnifiques. Je pense que c'est vraiment, évidemment, un joueur qui a sa place dans le groupe France et qui peut faire de très, très belles choses. Euh, c'est un joueur qui, je pense, vit pas très bien d'être, en fait, même pas la doublure d'Ntamak, parce qu'aujourd'hui, quand Ntamak joue pas, manifestement, là, c'est Ramos qui joue. Donc, lui, grosso modo, on lui dit, laisse tomber, il y aura toujours un Toulousain pour jouer en 10, puis toi, on t'appellera quand on aura besoin de toi ou pour faire le quart d'heure de la fin. Et l'erreur qu'il fait, à mon avis, mais c'est facile à dire de l'extérieur, c'est qu'au lieu de se dire, bah, moi, je suis dans une génération avec des mecs extraordinaires, c'est comme si j'étais au tennis avec Federer et Djoko, quoi. J'ai pas à dire, les mecs, ils doivent dégager parce que je suis là. Je vais dire, je vais jouer avec eux, ça fait partie du décor. Et bien sûr, je vais faire ce qu'on me dit, et je vais rentrer 20 minutes et je vais continuer de faire ce que j'ai déjà fait plein de fois, des véritables braquages sur les fins de match où on se dit, ce mec est génial. Et là, il y a une espèce de rupture psychologique qui se fait chez lui, où il se dit, non, moi, je suis Mathieu Jalibert. Donc c'est son ego, en fait, qui prend la place, et son ego flingue son projet sportif. Donc ça en dit beaucoup sur l'importance de l'équilibre des personnes qui rentrent sur ce terrain. C'est pas que des corps avec des compétences techniques, c'est aussi des cœurs, c'est aussi des égos, c'est aussi des personnages qui ont besoin de se réaliser et de grandir aussi dans une dimension affective, parce que là, on est complètement dans l'affect. Il est vexé, il ferme les écoutilles à cause de ça, et il dit à Galtier, en fait, tu me traites pas comme ça parce que je suis quand même Mathieu Jalibert. Il se trompe totalement de débat. Et ce faisant, il sort du groupe de manière plus ou moins prolongée. Et comme on sait que Fabien Galtier est quand même pas un mec très simple, pas très facile parfois, ça va forcément laisser des traces. Donc je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied, un peu bêtement.
Et faire la une parce qu'on boude et avoir Thomas Ramos qui fait le match qu'il fait contre les Blacks, c'est vraiment passé pour un con à la fin. Donc c'est vraiment dommage. Voilà, moi je le regrette beaucoup parce que, encore une fois, Mathieu Jalibert était un joueur qui m'a fait rêver plein de fois, que je trouve d'un talent magnifique. C'est un pur attaquant, c'est un mec qui attaque la ligne, qui n'a peur de rien, qui tente des choses, qui fait rêver. C'est pas qu'un gestionnaire. Et c'est pour ça que le faire rentrer en fin de match, parfois, c'est reprendre par un déséquilibre offensif qu'on n'attend plus, des parts de marché quoi, dans ce match, et puis renverser des situations. Donc je l'aimais beaucoup, moi, dans ce rôle. Il veut plus, mais malheureusement, c'est pas lui le patron. Et il faut qu'il l'accepte. Donc, c'est le chemin peut-être d'une vie, hein, d'accepter les choses dans le destin qui s'impose à nous parfois. Et la suite nous le dira. Je souhaite beaucoup qu'ils se réconcilient et qu'ils reviennent à un maillot bleu qui nous fasse rêver et qu'on le voit avec le sourire qu'on aime lui voir plus que avec ce petit épisode un peu tristounet. Ouais, en espérant que le revoit pour le Six Nations, mais comme tu dis, à voir. Allez, on passe à dimanche, Pays de Galles contre Australie. On peut penser que c'est un match assez équilibré pour la première mi-temps, 19-13 pour Australie, mais finalement non, pas du tout. Ça va finir 52-20, on va dire Pays de Galles avec aucun ressource. Ça marque avec des avants pour Australie, le talonneur avait 3 essais. Ça marque pour des arrières, Tom Wright de 15 qui a marqué 3 essais aussi. Tom Wright, l'arrière pour les Wallabies, franchement, il y avait des statistiques de dingue. Il a porté le ballon 12 fois, il a gagné 243 mètres. Donc, ça veut dire chaque fois qu'il touchait, en gros, c'était 20 mètres. 5 défendeurs battus, 3 essais. Et en fait, quand tu vois les essais sur le replay, la moitié, en fait, il jogue, en fait. Il jogue parce qu'il est loin devant les autres. En fait, il va à 50%. C'est un truc de vraiment incroyable. Donc, difficile pour les Dragons, mais Australie en forme et ça prononce bien, comme tu dis, pour la prochaine Coupe du Monde. Ouais, c'est une double confirmation, hein, des Australiens qui viennent de battre les Anglais dans un match assez incroyable à Twickenham avec un dernier essai qu'il faut regarder. Hein, cherchez ça sur YouTube, l'essai de la victoire contre les Anglais la semaine dernière avec des passes volleyées, etc. C'est extraordinaire de culot, etc. Et puis là, ils montrent que quand ils sont un petit peu dominateurs, face à une équipe qui, elle, est en plein doute, bah, ils en passent 50. Et puis, ils en passent 50, effectivement, comme tu dis, on a l'impression que c'est un peu en rigolant à la fin. Donc, c'est quand même assez humiliant pour les Gallois, qui sont dans le creux de la vague. On l'a beaucoup dit, ça ne fait que le confirmer. C'est, voilà, préoccupant parce que cette équipe galloise semble, comme tu le dis, manquer de ressources et de solutions de façon quand même assez profonde. Ouais, et c'est pas quelque chose qui va se résoudre dans un saison ou deux, Pas en j'ai 5 minutes. l'impression. Et Ouais. peut-être qu'il faudrait que Louis Riz-Zamit arrête le foot US et revienne. Tiens, je me demande où il est. Je pense qu'il a changé. Il n'était plus avec les Chiefs. Je pense qu'il était avec les Jaguars. Tu vois, je suis même plus le foot US aujourd'hui. Allez, on parle d'Italie-Géorgie. Géorgie, au début, c'était pour eux ce match. C'était 17-6 pour le mi-temps. Finalement, Italie a pu revenir dans le score avec un essai à 60 minutes. Ils ont gagné de justesse 20-17. Bon, on aurait aimé pour Italie un score un peu plus, on va dire, positif. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ce qui était important, c'est qu'ils gagnent. Le score, on s'en fout un peu. Je pense qu'il est anecdotique. Ces équipes qui souffrent, qui grandissent et qui veulent montrer qu'elles sont à leur place un peu sur la carte du rugby, ce dont elles ont besoin, c'est de victoire. C'est pas de victoire avec du panache et encore moins de défaite avec du panache. C'est de dire, nous, on a battu les Géorgiens parce qu'on est plus fort qu'eux. Voilà. On ne sait pas si c'est tout à fait vrai, mais en tout cas, ce score permet de l'affirmer. Et c'est ce qu'il faut aux Italiens. C'est ce qu'il leur fallait absolument. Évidemment, on aime bien les Géorgiens aussi, qui offrent un contingent de moustaches, de barbes et de joueurs extraordinaires, notamment devant et notamment dans le championnat de France. Mais pour le tournoi de destination, on a besoin d'avoir une équipe d'Italie qui croit un peu en ses forces. Et donc, ça se puise quand même dans les victoires, ce genre de croyance. Ça se, ça se puise pas dans les presque victoires, comme dit la Fédération française de la loose, ni dans les presque médailles. À un moment, tu as gagné ou t'as pas gagné. Moi, je suis très content qu'ils aient gagné. En revanche, voilà, ils avaient perdu déjà la semaine dernière, Ange Capozzo. J'espère qu'il reviendra vite et que c'est pas trop grave. Allez, on passe à la semaine prochaine. Ça va démarrer avec notre France-Argentine. Alors, est-ce qu'on va gagner, notre cher Théo? Bah, écoute, évidemment, je pense qu'on va gagner.
Évidemment, je pense que ça va être compliqué parce que les Argentins n'aiment rien tant que de nous casser les pieds chez nous et qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre. Voilà, tout simplement. Eux, ils sont en tournée de fin de saison d'hémisphère sud. S'ils perdent, entre guillemets, c'est normal. Et s'ils gagnent, ils sont ravis. Nous, si on perd, ça vient gâcher complètement les 2 matchs qu'on vient de faire, tous les débuts de certitude qu'on a. On vient de battre les Blacks 3 fois de suite et il faudrait maintenant qu'on perde contre les Argentins à la maison. Ce serait un peu la cata. Donc la pression est complètement sur les épaules des Français. Et c'est les situations que les Argentins adorent. Donc No moi, je pressure, dis no pressure. attention. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est tout, avec Argentine, c'est chaque fois, c'est un peu la même. Tu sais jamais si on peut gagner. C'est un peu notre bête noire à nous. Irlande, Fidji. Je pense que ça va être un match à regarder parce que c'est 2 équipes qui viennent d'avoir des fortunes un petit peu diverses, qui se cherchent des convictions, qui cherchent aussi l'amour de leur public. Et ces 2 équipes avec des très très belles individualités. Donc, allez, je vais mettre une pièce sur les Irlandais quand même. Il me semble qu'ils sont supérieurs et qu'ils montent un petit peu en puissance. Mais bon, moi j'aime tellement les joueurs fidjiens que de toute façon, il faut regarder ça et on sait qu'on va se régaler. D'ailleurs, Fidji, qu'ils ont gagné contre Pays de Galles au début de ce mois, mais perdu contre l'Écosse. Bah là, ils ont battu les Japonais 41-17. Tu vois, c'est quand même un score assez sérieux. C'est pas un petit score, quoi. Exactement. Pays de Galles contre Afrique du Sud. Ouf, ça va peut-être faire mal, celle-là. Oui, là, je suis très inquiet. Ça fait partie, tu sais, de ces matchs où il vaut mieux parfois dire, bah, en fait, je suis malade, je peux pas. Non, désolé, Ouais, j'ai je un suis pas là. certificat médical, je suis dispensé. Ouais, exactement. Ouais. Non, là, Peut-être. vaudrait mieux que ça n'ait pas lieu, ça, je pense. Ouais, c'est un peu la même pour l'Italie, Nouvelle-Zélande. Sauf que, il me semble, la dernière fois qu'ils ont joué, Italie, ils ont plutôt fait un bon premier mi-temps. Ouais, mais là, je leur donne une demi-heure pour figurer, puis après, ça va être un massacre. Parce que ce qu'ont montré, honnêtement, les Néo-Z contre nous, ils perdent d'1 point, mais bon, s'ils gagnent, il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. Ce qu'ils ont montré contre les Anglais, ce qu'ils ont montré contre les Irlandais, etc., ils sont très, très au-dessus. Donc, bon, les Italiens, en même temps, auront peu de pression parce que jouer les Blacks, voilà, c'est comme jouer Federer. Hein, au tennis, tu dis, bon, si je prends 6-2, 6-2, tout le monde s'en fout, tout le monde trouve ça normal. Bon, à voir, mais je doute quand même que les Italiens arrivent à créer la surprise. Mais je pense qu'on va regarder ce match juste pour regarder Titi quand C'est même ça. faire des Et ça exploits va. de dingue. Et ça va aussi, ouais. Allez, l'Écosse contre Australie dimanche. Ça va être un bon match, ça. Oui, ça risque effectivement aussi d'être un beau match. Je pense que l'Australie arrive favorite, hein. Mais voilà, on ne sait jamais. C'est des matchs de fin de saison. Parfois, l'effectif peut se mettre à tourner un petit peu. Est-ce qu'ils ont absolument envie de faire le grand chelem? Peut-être, parce que ce serait le cas pour eux, si je ne m'abuse. Ils feraient 4 sur 4 là. Et je pense que oui, ça peut être intéressant de voir si la Souali, qui était tellement bon dans la première match, s'il revient, on va dire contre l'Angleterre, s'il va revenir dans ce match-là en tant que titulaire, il était sur le banc la semaine dernière. Je leur souhaite bien du courage pour défendre sur lui, en tout cas. Ah oui, grave. Et en dernier, c'est l'Angleterre-Japon. Peut-être un petit victoire pour les Anglais, finalement. Bah, là, je pense que si les Japonais gagnent contre les Anglais, on peut dire au revoir à Borswick. Ça, par contre, c'est sûr. Oui. Ce sera la fin du bal. Mais à mon avis, les Anglais vont se venger sur les Japonais et je pense que les Japonais vont prendre une grosse raclée parce que ils sont très, très fâchés là et très, très vexés, les Anglais. Et physiquement, ils ont, à mon avis, de quoi leur faire quand même très mal. Quand on voit la difficulté que les Japonais ont eue contre les Français dans la dimension athlétique, quand je vois l'équipe d'Angleterre, ce que c'est, à mon avis, ça va saigner. Ouais. C'est marrant parce que là, après tous ces matchs, on commence à avoir une vision sur le Six Nations à venir, en fait. Et ouais, mais en fait, il faut qu'on gagne, qu'on ait une bonne équipe, on gagne contre les petites équipes aussi. Donc ça, c'est important. Exactement. Et surtout dans le rugby, bah, il faut mettre les 40, les 50, les 60, les 70 points, comme on va faire contre l'Argentine, n'est-ce pas? J'attends de voir. Allez, nos chers écouteurs, merci beaucoup d'être là avec nous cette semaine. Merci à Casimir Liati pour tous ses commentaires sur YouTube. N'oubliez pas d'aller sur movember.fr et chercher Pacte de Potes pour donner un peu de sous pour tout ce qui est les recherches pour les cancers masculines. Et sinon, bon rugby et bonne semaine, non?
Ben c'est ça, reposez-vous bien, soyez prêts à regarder à nouveau un beau week-end de rugby la semaine prochaine. Et puis moi, je suis super content d'avoir partagé ça avec toi. Et puis, je trouve, tu vois, que pour revenir juste un tout petit mot sur l'équipe de France, cette équipe a maintenant la culture de la gagne contre les équipes britanniques, n'a plus peur, les regarde dans les yeux. Et là, je trouve qu'on a passé un vrai cap. Avant, quand on avait été mené 14-3 par les Blacks à la 17e, on en prenait 40, il n'y avait plus de discussion. Là, on est revenu, on est passé à une autre ère là-dessus. Et ça, je trouve que ça me donne des espoirs pour les prochaines Coupes du Monde. Et c'est pas mal appuyé sur le fait qu'on a eu ces équipes de jeunes championnes du monde chez les moins de 21 à plusieurs reprises, qui ont inoculé le virus de la gagne contre les Britanniques. Et nous, on aime bien ça, au pack de potes. Tu vois, t'es venu positif, mon ami. Exactement. Merci à tous. Merci à toi, Thierry. Un gros baiser à notre Charlie qu'on adore, qu'on embrasse et qu'on espère retrouver très bientôt. Allez, ciao, ciao.